All right. Je sais pas trop, là. En tout cas, je pense que ça a marché. Parfait. Donc, bonsoir à ceux qui nous écoutent dans l'enregistrement. OK. Donc, je vais partager mon écran. Non, je vais me présenter. C'est ça que j'allais faire. Fait que me présenter, moi, j'ai étudié en histoire à l'Université de Montréal, puis à McGill. Je suis spécialiste de l'histoire de l'alimentation, dans le fond, dans l'alimentation dans tous ses aspects, politiques, économiques, sociaux, culturels, etc., et environnemental, bien sûr. Et puis, j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat sur la Louisiane française, donc l'alimentation créole en Louisiane française. Puis, j'en suis venue à la conclusion qu'il fallait travailler ensemble pour favoriser l'intelligence collective, pour trouver des solutions innovantes aux crises chroniques qui sont engendrées par le système capitaliste. Puis, puis aussi pour répondre aux besoins des gens, pour créer des systèmes alimentaires qui sont viables, qui sont adaptés à l'environnement puis à leur communauté, à la communauté. Parce que le système alimentaire, c'est ça qui fait le lien entre la nature puis l'humain. Puis, ça fait 3 ans que je suis à Québec. J'ai travaillé dans une boulangerie au début, en arrivant. Après ça, il y a eu la pandémie. Puis là, j'ai fait une formation en démarrage d'entreprise, ce qui m'a mené en voyant les besoins qu'il y avait en sécurité alimentaire, ça m'a mené à fonder un organisme qui s'appelle Nourrir Ensemble. On fait de la livraison d'aide alimentaire en vélo-cargo à partir des organismes communautaires. Puis, j'ai aussi travaillé pour un comptoir alimentaire de la Saint-Vincent-de-Paul, ici dans le Vieux-Limoilou, où j'habite. Fait que ça m'a, mon projet Nourrir Ensemble, puis mon travail m'a mené à côtoyer beaucoup le milieu de la sécurité alimentaire, le milieu du communautaire à Québec, surtout en basse-ville, les concertations en sécurité alimentaire auxquelles je participe avec grand plaisir. Donc, c'est ça pour moi. Puis ça fait 1 an, plus qu'1 an, ça fait, oui, c'est ça, que je travaille sur les Terres des Sœurs de la Charité dans le cadre d'un contrat que j'ai avec les Amis de la Terre de Québec. Donc, les Amis de la Terre trouvaient que c'était un sujet important. Donc, ils m'ont engagé, moi, avec Dominique Duchesne, qui maintenant est rendu bénévole, mais qui a travaillé avec moi pendant quand même au moins 1 an sur ce dossier-là. Là, on ne s'attendait pas à ce qui est arrivé. Pendant un bout, on ne savait pas trop ce qui se passait avec ça. C'était dans le flou. Fait que on essayait d'en parler quand même, dire bon, il va bien se passer quoi, parce que les terres avaient été rétrocédées au sort de la Charité suite au projet de résidentiel par Dallaire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, là, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui sont arrivés pendant que je parlais. Bonsoir à tout le monde. Il est rendu 20h10. Je vais partager mon écran. On va commencer la rencontre officiellement. Ou avant ça, on va faire un petit test, voir est-ce que tout le monde est capable de lever la main. J'aimerais ça que tout le monde lève la main en faisant une réaction là, en bas à droite. Comme ça, ça va être la façon pour vous d'intervenir pendant la rencontre. Puis on va respecter les tours de parole, les gens qui lèvent la main. Fait que si vous ne levez pas la main, je vais vous demander de lever la main puis de laisser parler les gens qui ont levé la main avant vous. Donc, c'est en bas à droite.
Il y a un petit bonhomme sourire réaction. Il y en a qui applaudissent. Merci, c'est gentil. Il y en a peut-être qui ne sont pas devant leur écran, là. Mais je vais vous laisser un moment pour faire le test. S'il y en a qui ne sont pas capables, vous pouvez le dire dans la conversation. Là, je dois essayer de suivre la conversation en même temps. Je suis en train de cuisiner, Marty dit. Bon, Marty va peut-être pas lever la main. Parfait. OK. Hein? Non, mais... Je l'ai pas mis. Oui, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas capable de lever la main? Levez la main. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Oui. Il y en a qui ne l'ont pas levé, mais j'imagine que ça ne leur tentait pas parce que vous le savez. OK. Bien, merci à tout le monde. Vous pouvez baisser votre main. Fait que c'est bon, on partage. OK. Là, j'ai 3 personnes qui ont levé la main. Guillaume, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Vous n'avez juste pas baissé ta main. Linda, Francine, Linda? C'est des gens qui n'ont pas baissé leur main. OK. Francine, c'est sûr que tout le monde puisse parler. Bon, OK. Donc, assemblée d'informations, le but, c'est d'informer les gens parce qu'il y avait beaucoup de confusion. J'ai constaté que les gens étaient confus par rapport au projet d'agroparc qui se prépare en ce moment. Donc, je voulais que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Puis, j'aimerais ça, si on a le temps, qu'on parle de ce qu'on va faire après les prochaines étapes, mais au moins qu'on puisse que je puisse avoir les coordonnées de ceux qui veulent s'impliquer dans les prochaines étapes pour recevoir les informations sur les prochaines étapes. Donc, ça serait important de faire ça ce soir. Donc, ici, c'est les coordonnées pour les Amis de la Terre. Si vous voulez les contacter, si vous voulez vous impliquer pour cet organisme-là. Je ne sais pas si, Michel, tu voulais parler, ou Sylvie, vous voulez parler des Amis de la Terre. OK, on passe. Donc, il y a mon courriel, si vous voulez me contacter. Puis aussi le courriel de mon organisme, si jamais vous êtes intéressé à contribuer à la livraison d'aide alimentaire. On a besoin de monde, soit pour faire les livraisons à vélo cargo ou pour toutes sortes de tâches. Ensuite, si vous êtes intéressé au projet d'agroparc au Terres des Sorts de la Charité, je vous invite chaleureusement à suivre la page Facebook pour un projet agricole viable sur les Terres des Sorts de la Charité. Donc, c'est une page que j'ai créée et puis qui va peut-être devenir collective, idéalement, si des gens veulent s'impliquer sur cette page-là. Ou si on devient un projet, parce que peut-être qu'on partira un projet ensemble. Si vous voulez embarquer là-dedans, on pourrait créer une entité ou quelque chose. Fait que c'est vraiment ouvert, là. Les options sont ouvertes pour qu'est-ce qu'on fait après. Je voulais remercier la responsable du projet d'agroparc au MAPAC, Raphaël Mills-Montesinos, qui m'a donné les informations pour que je les transmette aux citoyens. Et puis, Mme Isabelle Roy, la conseillère municipale de Robert-Gifford, qui aussi est très réactive, communique avec moi. Donc, pour la rencontre ce soir, hors du jour que je propose, premièrement, on parle des terres. C'est quoi les terres des Sorts de la Charité? Deuxièmement, c'est quoi le projet d'agroparc qui est proposé par le gouvernement? De la mobilisation
qui a été faite pour protéger la vocation agricole, pour mettre un peu en contexte ce qui se passe. Après, les critères pour un projet viable, ça, c'est la position des Amis de la Terre. Et puis, l'histoire des terres, en bref, on va voir si on a le temps, à quel point on a le temps de parler de ça. L'état de la mobilisation actuellement, et puis les prochaines étapes pour la mobilisation, la sensibilisation, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ajouter des points à l'ordre du jour ou qui ont des attentes particulières par rapport à la rencontre de ce soir, qui voudraient les partager? Je vais essayer de répondre aux attentes de tout le monde. Dominique? Oui, Ariane, est-ce que tu m'entends? Oui. Bon, est-ce que tu as lu mon message dans ton fil de discussion? Dans la conversation en ce moment, là? Oui. Non. Je vais essayer de voir ça. Là, depuis que j'ai partagé mon écran, je ne vois plus les messages. Ben, c'est pas grave, je vais te le dire. Message, oui, c'est parce que je suis dans un restaurant, parce que j'étais avec quelqu'un tout à l'heure. Puis je pense pas, je suis pas sûr. Là, je suis chanceux, il n'y a pas une personne dans le restaurant. Donc, est-ce que c'est possible que je fasse mon intervention au début? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, je vais te laisser juger le moment important. Au début? Oui. C'est ça, l'idée? Tu veux intervenir au début? Oui, ben parce que je ne suis pas sûr que je puisse rester. Là, j'ai pris un café, une soupe. Là. La serveuse, elle n'a pas de l'air. Oui, oui. Fait que là, si on attend au point l'état de la mobilisation, tu risques de ne plus être là. Mais sinon, j'ai le résumé de votre projet et tout ça. Donc, ça va aller. Moi, j'allais lire ça. Bon, ben c'est parfait. Je vais le présenter au pire, Dominique, si tu n'es plus là. Bon, ben, parce que je pense que ça va être difficile à comprendre pour les gens qui ne connaissent pas les terres puis le projet ni rien. De comprendre, ça va être ouais, d'arriver comme ça, brûle pour moi. Oui, c'est ça. Il y a peut-être des gens qui n'ont aucune idée, là, c'est quoi. C'est bon. Bon, mais c'est parfait. Je vais te laisser ça entre les mains. C'est bon? Sinon, si tu veux intervenir maintenant, tu peux le faire. Non, rien, je te laisse entre les mains. OK, parfait. C'est bon, je l'ai même mis dans mes slides. Là. Fait que, OK, parfait. OK. Merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur l'ordre du jour? J'imagine que non. Sinon, vous aurez déjà levé la main. C'est bon. Dominique, tu pourrais baisser ta main. OK. Donc, ça, c'est une petite introduction qui est l'introduction de la brochure que j'ai faite sur les terres des Sœurs de la Charité, mais on va en parler plus loin. Donc, ça dit que les terres des Sœurs de la Charité sont situées à Beauport, dans l'agglomération de Québec. Sont cultivées sans arrêt depuis 2 siècles. J'ai entendu aussi 350 ans. Il s'agit d'une des rares étendues de terres cultivables en milieu urbain dans le monde. Donc, ce n'est pas rien. Leur vocation agricole était menacée dans les dernières années et a fait l'objet d'une mobilisation citoyenne importante. Donc, en 2022, donc cette année, l'achat des terres par le gouvernement provincial pour en faire un agroparc semble pouvoir assurer l'avenir de l'agriculture dans ce précieux terroir. Donc, semble protéger la vocation agricole parce que les terres ont été achetées par le gouvernement pour faire un agroparc. Donc, à cette étape, la mobilisation doit continuer pour que la vocation agricole de ces terres soit protégée dans le futur, mais aussi pour que le projet conçu et mis en place sur les terres soit viable, qu'il soit ancré dans son environnement et dans sa communauté. Donc, les Amis de la Terre et moi, dans mon travail, on a retenu 5 critères essentiels à la viabilité pour un projet agricole. Donc, là, je ne continuerai pas à lire ce texte-là parce que c'est plus par rapport à la brochure qui utilise l'histoire des terres, dans le fond, pour illustrer ces critères-là. Oh, j'avais copié le texte pour que ce soit plus facile à lire, mais là, je viens de vous le lire.
Donc, on va parler des 5 critères plus tard. Ça, c'est les terres qui ont été acquises par le gouvernement. Donc, il y a 5 lots dans 5 couleurs, là. Il y a le jaune, le rouge, le orange, le vert et le rose. Donc, ça représente 203 hectares. On voit un peu sur cette photo l'environnement des terres. Donc, on voit qu'il y a des développements résidentiels autour. Puis, on voit la maison généraliste au milieu où habitent les terres où habitent les sœurs de la Charité, à qui appartenaient les terres pendant plus que 100 ans. Oups. Ça, c'est une photo prise par ma mère Isabelle Côté de la maison généraliste avec les terres en face, une partie des terres. On peut voir de quoi ça a l'air aujourd'hui. Ça, on voit que les terres sont en pente, sont orientées plein sud. Donc, c'est une condition idéale pour l'agriculture. Ça, c'est Medicago. C'est des bâtisses qui ont été construites récemment sur des terres agricoles qui sont à côté des terres des Sœurs de la Charité, bien très proches. C'est un complexe là, industriel dans le domaine de la santé. Puis, ils ont eu la permission de construire là parce qu'ils ont des serres. Donc, c'est considéré comme agricole. Ça, c'est une belle photo pour illustrer, je ne sais pas, l'ambiance macabre. La clôture qui illustre le fait que les citoyens n'ont pas accès, ont plus accès à ces terres-là maintenant. Il y a des jardins collectifs qui avaient sur ces terres-là avant, qui ont été déplacés par les autoroutes, les projets routiers qui ont été construits autour des terres. Donc, il y a les ateliers à la terre qui sont maintenant en arrière de la bâtisse du CIUS au 2400 d'Estimauville, puis la tomate joyeuse qui est maintenant sur des terres en haut des terres des Sœurs de la Charité sur une terre qui leur était prêtée par un agriculteur. Puis, ces terres-là, la terre où la tomate joyeuse était, je vais en parler parce que ça illustre bien la problématique des terres, c'est que les terres où était la tomate joyeuse, où est la tomate joyeuse en ce moment, où ils sont déménagés, ont augmenté de 1000 %. Donc, leur valeur a augmenté de 1000 % en 2013. Donc, leurs taxes étaient rendues beaucoup trop chères. Donc, les agriculteurs qui prêtaient généreusement leurs terres au jardin collectif La Tomate Joyeuse ont dû vendre leurs terres à un promoteur immobilier. Donc, en ce moment, les terres appartiennent à un promoteur immobilier. Ouais. Donc, ça montre la menace qui pèse sur les terres agricoles en ville. Je veux juste finir mon idée. La menace qui pèse sur les terres agricoles en ville parce que la valeur augmente de façon astronomique à cause de la spéculation immobilière. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur c'est quoi les terres avant que je passe à c'est quoi le projet d'agroparc? Je ne sais pas à quel point, j'ai vu Julie que tu avais levé la main, je ne sais pas à quel point les gens connaissent les terres ici ce soir. Oui, Julie? Oui, bonjour, tu m'entends? Oui, bonsoir, oui, je t'entends très bien. Oui, en fait, c'est que je trouve ça un peu drôle parce que là, je comprends que ça s'applique à... vous êtes à Québec? Moi, je suis à Québec. OK.
Parce que moi, je suis de Saint-Hyacinthe. Puis nous, on a une congrégation des Sœurs de la Charité. Puis il y a des terrains et il y a un projet de parc. C'est une situation qui ressemble vraiment à la vôtre. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça parce que je m'intéresse à ce développement-là. Et bon, du point de vue politique, nous, à Saint-Hyacinthe, c'est très lié aux politiques municipales. C'est-à-dire que le politique municipal s'implique dans ce projet-là. Bref, c'est juste pour dire que ben, moi, je vais rester quand même, puis je vais écouter avec intérêt, mais je trouve ça particulier. Et si éventuellement, peut-être qu'on pourrait échanger là-dessus, là, parce que nous, à Saint-Hyacinthe, ben, je pensais que j'allais apprendre qu'est-ce qui arrive avec les terres, les Sœurs de la Charité à Saint-Hyacinthe, puis là, je me rends compte que c'est à Québec. Donc, Ouais. c'est ça. Mais je vais écouter avec intérêt. Ah ben c'est un bon cue. Je vais préciser que c'est à Québec la prochaine fois, puis c'est intéressant de voir qu'il y a quelque chose qui se passe avec les terres de Sœurs de la Charité à Saint-Hyacinthe. On pourrait effectivement se partager nos expériences. Mhm. Je vais regarder ça, merci. OK. Paul? Je voudrais savoir tout simplement, si possible, combien ça mesure d'hectares les terres des Sœurs de la Charité. Oui, alors c'est 203 hectares qui ont été achetés. Combien? 203 hectares. 203 hectares. Oui. Sauf que ça, c'est oui, c'est ça. C'est celles qui ont été achetées. Donc, c'est très gros comme Ouais, hein? pour des terres agricoles en ville. Au niveau mondial, c'est assez unique là, d'avoir un aussi grand terrain. D'autres questions? OK, on revient. Donc, le projet d'agroparc. Donc, je vais dire tout de suite qu'est-ce que la responsable du projet m'a dit. Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce projet-là. Donc, je vais essayer de répondre à ces inquiétudes-là en parlant de ce que la responsable du projet m'a dit. J'ai eu une bonne communication avec elle. Elle s'appelle Raphaël Mills Montesinos, j'en ai parlé tantôt. Donc, elle travaille au MAPAC, dans l'aménagement du territoire, développement, aménagement du territoire, quelque chose comme ça. Et puis, son titre, c'est d'être responsable du projet d'agroparc. Donc, elle dit que l'idée n'est pas de travailler en vase clos. Ça, c'est quelque chose qu'elle m'a dit. Donc, les gens ont peur qu'il y ait un projet qui soit conçu de leur côté puis qu'on n'en parle pas aux gens, mais elle a tenu à me rassurer que ce n'était pas le cas. Ensuite, l'équipe du MAPAC, donc son équipe, travaille sur une structure de gouvernance pour pouvoir protéger la vocation agricole des terres. Donc, on parle peut-être d'une fiducie ou de quelconque outil de protection, un outil légal de protection des terres. Moi, je ne suis pas spécialiste. Il y a des gens beaucoup plus spécialistes que moi ici ce soir là-dessus. Oups, excusez. Mais c'est ça que le MAPAC travaille sur. Puis, ils ne travaillent pas sur... Donc, ils ne sont pas en train de concevoir un projet, mais juste une structure de gouvernance. Puis, ça veut dire, par exemple, que des propositions de construire des bâtiments sur les terres ne seraient pas considérées comme acceptables. Fait qu'ils vont faire des consultations chez les gens, mais auprès de la population, mais ils ne vont pas accepter des propositions de faire des bâtiments ou quelque chose qui menacerait la vocation agricole, comme les bâtiments qu'on a vus tantôt de Medicago. Ensuite, ils veulent être partenaires avec les acteurs de la communauté. Ils veulent répondre aux enjeux et aux préoccupations du milieu. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est ça. Puis, en complémentarité avec ce qui existe déjà. Donc, ils veulent être au courant de ce qui existe déjà pour s'insérer là-dedans.
Ils ont fait des recherches sur les modèles d'agroparcs qui existent ailleurs. Donc, par exemple, en France, en Espagne, à Wellington. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce que c'est des projets qui ont été faits par la communauté. Des projets, par exemple, en Espagne. En France aussi. Donc, c'est ça. Donc, ils ont fait des recherches, mais le contexte des terres, comme on a dit tantôt, est vraiment unique au monde à plusieurs niveaux. Donc, ça va être un projet qui va être adapté à ce contexte-là. Ça fait partie d'une rencontre d'information qui a eu lieu avec des acteurs là, du milieu de la mobilisation. Donc, c'est la séquence du projet. Donc, là, on est rendu... Là, l'acquisition formelle, ça s'est fait le 7 octobre. Donc, on est un petit peu en retard dans le processus. Donc, là, on est dans la préparation des consultations. C'est ce que fait Mme Mills Montesinos à ce moment. Elle prépare les consultations auprès des acteurs. Puis après ça, il va y avoir les consultations auprès de la population. Et puis ensuite, le projet va être réalisé. Ça dit 2023-2024. On peut penser que ça pourrait prendre, en tout cas, on est un peu en retard, mais pas tant que ça. Donc, il y a eu une consultation auprès de la Ville de Québec pour modifier le schéma d'aménagement. Non, juste modifier quoi? Pour modifier le zonage pour inclure la maison généraliste dans le périmètre. Donc, on a vu tantôt là, dans le terrain jaune, là, il y a un petit carré qui est la maison parce que la maison reste aux sœurs. Dans le fond, les sœurs restent dans leur maison. Ce qui peut être une bonne nouvelle parce qu'elles vont avoir un œil sur ce qui va se passer là, dans le futur. Puis leur voix va être plus entendue. Ça, c'est le lien pour la consultation. Après ça, c'est le communiqué de presse qui a été émis le 7 octobre. En fait, c'est une reprise du communiqué de presse qui a été émis le 28 avril quand ils ont fait une conférence de presse pour annoncer la vente des terres au gouvernement avec la responsable des sœurs, là, la sœur, je ne me rappelle plus comment il l'appelle, la mère. En tout cas. Gervais, Monique Gervais. Monique Gervais, c'est son nom. Oui. Puis le ministre, la ministre de la capitale nationale, Geneviève Guilbeault, puis mais maintenant, c'est rendu... Bon, non, on va... OK, je ne veux pas trop donner de détails. Donc, la conférence de presse, un communiqué de presse, ça dit, ils confirment l'acte de vente, 203 hectares, on a déjà dit ça. Cette transaction ouvre la voie à la réalisation d'un projet d'agroparc, un parc d'innovation agricole qui assurera notamment la pérennité de la vocation agricole. Fait que, voilà, il y a de l'accent qui est mis sur la vocation agricole. Puis, il y a la question de l'innovation agricole qui entre en jeu. Après ça, j'ai répété. Après ça, ça va faire l'objet des consultations, comme on a dit. Il y a un comité de gouvernance et une équipe de projet qui travaille sur les consultations. Donc, ce comité-là formé du MAPAC, du secrétariat de la capitale nationale, de la Ville de Québec et de l'Université Laval. Et puis, les consultations auprès des partenaires clés devraient commencer au cours des prochaines semaines. Et puis après, il y aurait les consultations auprès de la population. Il a été question ailleurs du printemps pour les consultations auprès de la population. À terme, il reposera sur un concept rassembleur axé sur une agricultrice
une agriculture novatrice, durable et génératrice d'investissement. Donc, ça, c'est le discours du gouvernement. Une novatrice, durable et génératrice d'investissement. Et rassembleur. C'est des concepts qu'on voit dans toutes les communications par rapport à ce projet-là. Donc, on veut inventer des choses nouvelles, on veut avoir une agriculture durable, puis on veut que ça soit attirant pour les gens qui ont de l'argent. Puis que ça soit rassembleur, que les acteurs puis la communauté soient inclus dans le projet. Il y a dans le document qui a été fourni par le MAPAC, dans la rencontre d'information dont je parlais tantôt, ça dit « Agroparc, une vitrine agricole d'exception ». Donc, il y a une idée d'être une vitrine pour le reste du monde. On parle d'un héritage agricole, un emplacement de choix pour le développement de créneaux agricoles, un terrain d'apprentissage pour la relève, un lieu d'enseignement et de recherche appliquée. Il y a un environnement d'affaires commerciales attrayant. Donc, c'est beaucoup plan économique, innovation, puis enseignement, recherche, apprentissage. Ils ont fourni cette adresse courriel-là pour les citoyens. Donc, si les gens veulent avoir des informations ou contacter les responsables du projet d'Agroparc, ça, c'est l'adresse officielle pour les gens. J'ai aussi l'adresse de la responsable. Si jamais des gens veulent l'avoir, peuvent m'écrire. Un petit mot sur les élus clés dans ce dossier-là. Madame Isabelle Roy, conseillère municipale du district de Robert-Giffard. Ses coordonnées sont là. Jonathan Julien, le nouveau ministre de la capitale nationale, qui était anciennement à la ville de Québec, avec la bombe. Puis André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries d'alimentation. Ça, c'est un extrait de la brochure que j'ai faite. C'est pour parler de la mobilisation qui a eu lieu par rapport à la sauvegarde de la vocation agricole des terres des Sœurs de la Charité. Donc, c'est Voix citoyennes qui ont été la bougie d'allumage de ce mouvement et qui ont travaillé très fort. On a des gens de Voix citoyenne ce soir. Est-ce que... Oui, ben je suis là. Je suis Monique Gagnon. C'est écrit un peu aujourd'hui. Parfait. Je pense que si vous me cherchez sur l'écran, c'est moi qui apparaît sous iPad Pro. C'est ça, iPad Pro. Excusez-moi, mais je n'ai pas changé. Donc, je suis Monique Gagnon de Voix citoyenne. Claudine Dorval aussi, je pense, qui est présente dans le groupe. Puis j'ai cru voir M. Jean-Pierre Amiot, agriculteur, qui nous a beaucoup appuyés aussi dans les différentes démarches du projet. Mais moi, ce que je veux faire, c'est peut-être faire un genre de résumé, parce qu'il y en a beaucoup, effectivement, qui sont au courant quand même de toute la démarche qu'on a faite. Parce que nous autres, ça a commencé avec... c'est une lettre de notre autre agriculteur partenaire, Denis Bédard, qui en 2014 avait fait un cri du cœur. Ça s'appelait son article « Cri du cœur d'un agriculteur ». Ça avait soulevé les passions pour la protection de ces terres-là, des terres des Sœurs de la Charité. Ça fait qu'on ne savait pas trop quoi faire, comment prendre ça. Donc, c'est en 2016 qu'il y a eu le premier schéma d'aménagement de l'agglomération de Québec. Fait que c'est là qu'on a embarqué à pieds joints là, dans le dossier, si je puis dire. On a fait un premier mémoire
pour aller vraiment présenter le point de vue qu'il fallait à tout prix protéger ces terres-là, parce qu'on se rappelle, tu nous as glissé un mot tantôt, mais le projet, les terres avaient été vendues à M. Dallaire, gros promoteur immobilier. Il y avait un projet de 6 000 unités d'habitation qui était prévu sur ces terres-là. C'était gros, la ville appuyait le projet comme si c'était eux, les promoteurs, c'était vraiment enclenché. Là, le montant avait été payé. C'est sûr que c'était à la condition que les terres soient dézonées, mais toutes laissaient entendre aux promoteurs que c'était presque chose faite quand la ville est de ton côté. Mais bon, fait que là, on était plusieurs quand même. Nous autres, on ne s'appelait pas encore Voix citoyenne à ce moment-là, mais on a fait un collectif. On a présenté un mémoire pour justement faire valoir qu'il fallait les protéger, les terres. Puis on disait dans ce premier mémoire-là qu'il y avait suffisamment d'espace dans le périmètre d'urbanisation tel qu'il était à ce moment-là. Ça fait que je vais quand même accélérer le développement parce qu'il y a 6 ans de travail. Le deuxième mémoire, c'est tout de suite l'année suivante parce qu'il y avait, c'était comme un avant-projet, puis la ville avait eu une réponse du ministère des Affaires municipales, donc ils devaient un peu revoir. Donc, ils ont revu les projections démographiques à la baisse. C'est un peu un des commentaires qui avait été fait, que nous autres aussi, on avait fait également dans notre mémoire. Donc, ils ont revu les projections démographiques à la baisse, mais ils ont quand même conservé l'intention de demander le dézonage des terres agricoles. Ça fait qu'on a fait un deuxième mémoire. Puis là, on a vraiment fait une démonstration, un CQFD, comme quand on était à l'école, pour dire qu'il y avait suffisamment d'espace dans le périmètre actuel pour ne pas avoir à empiéter sur ces terres-là pour accueillir les 20 000 nouveaux ménages là, qui étaient prévus là, à ce moment-là. Donc ça a été 2 moments charnières, 2016-2017, la rédaction de ces mémoires-là, la présentation de ces mémoires-là. Puis, on a organisé aussi une grande marche festive. On a marché avec... il y a eu beaucoup de gens qui sont venus avec nous autres. Je pense que c'était un samedi de juin. Il faisait super beau. Il y avait beaucoup d'autres activités à Québec. Mais on a eu au-delà de 200 personnes qui sont venues marcher avec nous. Puis, c'était festif. On avait comme une fanfare. Fait que c'était super agréable. Puis, le but, c'était de sensibiliser les gens, parce que c'était très peu connu comme dossier, donc de sensibiliser les gens à l'intérêt de ces terres-là, puis d'avoir ce garde-manger au cœur de la ville. On avait l'Union des producteurs agricoles qui était avec nous, puis qui avait des pancartes aussi pour soutenir la démarche. Donc, il y a eu beaucoup de différentes interventions qu'on a faites au fil des ans. C'est sûr qu'on a, je veux juste regarder, la Grande Marche, mais après ça, on a fait aussi on appelait ça un 4 à 7, un événement culturel. Ah oui, il y a Ève aussi, je pense qu'elle est là ici aujourd'hui, qui nous avait vraiment aidé dans l'organisation de cette activité. On disait que la culture, ça arrivait bien avec l'agriculture. Ça fait que ça avait été poète, musicien, petite histoire pour relater l'histoire justement des terres des Sœurs de la Charité. Puis c'était très sympathique, cette formule 4 à 7. On a toujours eu une bonne couverture de presse aussi. Ça fait qu'on avait eu un article dans le Soleil le lendemain, puis ça avait été bien couvert. C'était juste avant aussi une réponse du ministère des Affaires municipales qui avait refusé encore une fois, demandant à l'agglomération de retourner à leur table à dessin pour revoir. Et ça nous a quand même toujours aider d'avoir une bonne couverture de presse, une bonne mobilisation citoyenne aussi, parce que quand on avait fait notre grande marche, on avait demandé aux gens s'ils étaient d'accord pour être sur notre liste on appelait ça notre liste de sympathisants. Ce qui fait que quand il y a un événement, quand il y a quelque chose, quand on a besoin d'appui, on écrit beaucoup de lettres aussi là, au cours de ces 6 années. On a écrit aux élus, on a écrit aux partenaires. Donc, on a souvent eu, en tout cas la dernière lettre, je pense qu'on avait 350 citoyens, puis 40 organisations, 40 organismes. Donc, c'est une mobilisation.
les gens, les élus auxquels on s'adressait savaient qu'on n'était pas juste un petit groupe de gens préoccupés par la Terre. Donc, c'était, oh mon Dieu, ma batterie me dit que je pense que je vais être obligée d'aller me brancher à quelque part. Je vais continuer de parler quand même. Donc, c'est sûr que les sympathisants nous ont beaucoup aidés aussi. On avait cette liste qui nous permettait de les rejoindre, puis ils répondaient assez bien aussi. Donc, ça, c'était quand même... Puis on s'en sert encore aujourd'hui. Je pense que Claudine a publicisé votre... Est-ce que tu m'entends toujours? Oui? Oui. Ah, OK, j'ai changé de place. Donc, c'est ça, cette liste est tenue à jour. On ajoute aussi des fois, donc c'est très important pour la mobilisation. Donc, pour nous autres, c'est je pense, un facteur qui nous a aidés là, dans cette longue démarche. Parce que les gens nous disaient au départ, ils nous regardaient avec un petit sourire en coin, David contre Goliath, vous êtes bien beau, vous êtes bien fin, mais on n'y croit pas trop. C'est que nous autres, on se disait, on a perdu le son. Pardon? On a perdu le son. En attendant que Monique revienne, je peux continuer. Je suis Claudine, moi. Alors, j'ai travaillé avec Monique et les autres. OK, elle est revenue. Elle est revenue, c'est ça, c'est parce que là, j'ai changé. J'ai changé de place, fait que peut-être que je vais essayer de ne pas trop bouger. C'est ça, c'est qu'on a fait différentes, mon Dieu, différents articles. On écrit beaucoup, on a fait des articles dans les journaux, des opinions, des émissions de radio, souvent Radio-Canada, des bulletins de nouvelles. Donc, ça nous a beaucoup aidé aussi. Puis, c'est ça, là, pour essayer de résumer un peu les différentes interventions au cours des 6 dernières années. On n'a pas lâché, on était vraiment assez occupés, là, je dois dire. Puis là, ce qui nous a peut-être quand même agréablement surprise, il y avait eu l'offre d'achat du gouvernement du Québec au mois de septembre. On se disait, parce qu'il y avait eu la rétrocession des terres auparavant en décembre 2020, tu l'as dit aussi, mais là, on se disait, même si les sœurs sont redevenues propriétaires, on savait que le problème demeurait parce qu'elles devaient faire quelque chose avec ces terres, elles avaient besoin de sous et tout ça, donc on savait que, ce qui fait que quand le gouvernement du Québec a fait une offre d'achat à l'automne dernier, en septembre, bien là, on se disait, c'est quand même drôlement intéressant, mais là, on n'entendait pas parler. Puis ça a pris quand même un bon temps avant qu'on sache au mois d'avril que là, il y avait une offre, l'offre d'achat avait été acceptée. Fait que la conférence de presse dont tu parlais tantôt, le 28 avril, on n'avait pas été invité, mais moi, je me suis présentée, puis je suis allée, puis j'ai entendu Mme Gervais et tous les ministres que tu nommais tantôt. Fait que c'était quand même, c'était un beau moment, tu sais, c'était un beau moment parce que quand tu te rends compte que après 6 ans d'efforts, tu vois le travail contre toute attente. Là, ça fait que tout ça pour dire que des fois, on pense qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir en tant que citoyen, en tant qu'individu, mais finalement, ça vaut la peine quand même de poursuivre. C'est sûr que là, ce n'est pas terminé, tu le dis, tu es là pour rassurer, en tout cas, toi aussi, un œil de ton côté. Nous, c'est certain qu'on est allé te parler d'une autre petite consultation qu'il y a eu au mois de mai parce que les 215 hectares qui étaient les terres agricoles des Sœurs de la Charité, il y a 203 hectares, comme tu l'as mentionné, qui ont été achetés par le gouvernement du Québec pour garder un 12 hectares pour les Sœurs, la maison généraliste et une bande de terrain autour, pour qu'elles puissent effectivement continuer d'héberger là. Puis elles ont un projet aussi d'habitation pour personnes âgées, là, puis revenus modiques. Donc, c'est sûr qu'il devait y avoir une consultation pour que ces terres-là, zonées agricoles, redeviennent dans le périmètre urbain. Ça fait que ça impliquait 12 hectares. Ça fait qu'on est allé à cette consultation-là. Puis il y avait quand même des gens qui étaient inquiétés dans la salle un peu. Ça fait que moi, je sais bien que j'étais allée pour dire, ben c'est quand même une belle victoire qu'on ait 212 hectares, là, ce qui fait que ça a rassuré un peu. Puis on a rencontré aussi les gens que tu parlais tout à l'heure là, de l'équipe du ministère de l'Agriculture qui sont venus nous voir après la consultation publique.
le moment qui se dessine à l'heure actuelle, tu l'as bien montré sur ton flipchart, là, on est rendu à la préparation des consultations. Puis c'est certain que pour nous autres, dans tous les écrits qu'on a faits, dans toutes les interventions qu'on a faites, on mentionnait que c'est important de bien préparer les consultations, puis de faire en sorte que les citoyens soient impliqués, puis que tout le monde puisse, les citoyens, les agriculteurs, la relève, tout le monde puisse exprimer leur mot à dire, puis qu'ils puissent vraiment faire partie de ce, nous autres, on l'appelait un projet de société, là, donc qu'ils puissent faire partie de ce projet de société. Ça, c'était vraiment... puis on disait aussi que c'était important de peut-être pas juste faire des consultations comme on avait vécu en 2016 et en 2017. Tu as la table en avant là, de panélistes qui t'écoutent 5 minutes, 10 minutes, puis suivant, tu ne sais pas s'ils ont vraiment lu ton mémoire ou quoi. Fait on disait d'essayer de penser à un mode de consultation un peu différent dans un premier temps là, pour essayer de sortir des grands principes, les principaux enjeux, les orientations, des focus group, on parlait d'ateliers. En tout cas, on essayait de lancer quelques idées pour que finalement la consultation puisse être vivante, que la consultation puisse être animée, que ça puisse être, je ne sais pas moi, parlant pour les citoyens puis toutes les personnes qui sont dans le domaine, qui peuvent avoir leur mot à dire. Donc, c'est sûr que, tu le disais, là, ils sont à la préparation des consultations, puis il y a des projets de rencontrer des acteurs clés, des gens qui ont une expertise dans le domaine, et par la suite, il y aurait les consultations publiques. Mais c'est certain que c'est toujours bon d'avoir un œil, puis de suivre ça. Je pense que c'est un peu ce que je voulais dire pour le moment là, du travail là, qui a été fait par Voix citoyenne au cours des 6 dernières années. C'est tout. Merci beaucoup. C'est une grande victoire, effectivement, d'avoir réussi à protéger la vocation agricole. C'était vraiment pas gagné d'avance. M. Labombe était vraiment hostile à cette idée-là. Non, lui, il disait que l'agriculture, c'était pas en ville. Ça n'allait pas en ville. Non, c'était pas en ville. Il a utilisé toutes les insultes possibles pour dénigrer ce mouvement-là. Puis, donc, c'est ça. C'est une grande victoire. Il y a aussi eu beaucoup de mémoires qui ont été déposées. Donc, comme ça disait dans l'autre, la présentation, là, 117 interventions et puis 150 mémoires qui ont été déposées dans les 2 consultations publiques. Donc, les gens ont participé en masse, ont répondu à l'appel de Voix citoyenne. Et puis, ça a certainement joué beaucoup dans ce qui se passe en ce moment. Ouais. Les terres ont été achetées à un prix astronomique à 28,7 millions de dollars, donc pour 203 hectares. C'est 5 fois le prix des terres agricoles les plus chères au Québec. Donc, le fait que le gouvernement achète les terres, c'était un peu la seule option qui était possible pour conserver la vocation agricole. Parce qu'il fallait quelqu'un qui est capable de payer ce prix-là. Puis aussi, c'est la seule option possible pour qu'on ne soit pas dans une logique nécessairement de rentabilité, mais de répondre aux besoins de la population. Donc, c'est une très bonne nouvelle. J'ai fait une brochure qu'on vient de voir là. Donc, je veux juste dire que la brochure est disponible en ligne à l'adresse qui est là. Vous pouvez aussi aller la chercher en version papier. Donc, ça existe en version papier au local des Amis de la Terre. Pour en savoir plus sur l'histoire des terres des Sœurs de la Charité, de la ferme SMA qui était là, puis sur la mobilisation qu'il y a eu sur les jardins collectifs, puis les critères d'un projet agricole viable. C'est une parenthèse. C'est la table des matières de la brochure. Vous tenez le goût. C'est les gens qui ont des interventions.
sur la question de la protection, de la mobilisation sur de la protection de la vocation agricole. C'est ce qui vient d'avoir été dit. Ah oui, j'ai Julie. Oui, je veux juste féliciter l'intervenante précédente et tous ceux qui ont fait partie. Là, vraiment, je trouve ça inspirant. Puis bravo, parce que les démarches citoyennes de cette nature-là, pour arriver quand même à un résultat vraiment génial. Moi, j'adore ça, là, parce que je vois ici, dans notre région, des forêts, des terres être complètement envahi par des projets immobiliers, puis on ne sait pas quand ça va s'arrêter, donc c'est une grande préoccupation de ma part. Puis je trouve ça inspirant, votre histoire. Merci, c'est très pertinent. C'est vrai que c'est un grave problème, la perte de nos terres agricoles. Audrey? Oui, merci de votre implication aussi dans les dernières années, de la mobilisation qu'il y a eu. Là. C'est le fun d'avoir des résultats après cette grande lutte là, qui a duré beaucoup d'années. C'est pas fini. Je me demandais juste au niveau de la mobilisation des acteurs concernés puis de la consultation par rapport aux besoins du monde sur le territoire de la Ville de Québec. On comprend qu'en ce moment, il y a une structure de gouvernance qui est en train de se faire, puis que la mobilisation va venir après. Et je me demandais juste si au niveau justement de la structure de gouvernance, puis des décisions, comment elles vont être prises, est-ce que votre contact à la MAPAC a déterminé si ça va être seulement au niveau des élus, des institutions publiques qui vont avoir de la gouvernance ou je ne comprends pas pourquoi la mobilisation n'a pas été faite avant au niveau de tous ceux qui s'impliquent dans le projet. Oui, je comprends. La structure de gouvernance, je pense que c'est une question de quelle forme légale vont avoir les terres. Là, je m'excuse pour mon vocabulaire légal déficient, mais c'est pour mettons, qu'ils vont dire, ils vont proposer, par exemple, de faire une fiducie agricole. Peut-être, idéalement, on espère une fiducie d'utilité sociale agricole pour que la vocation des terres soit protégée dans le futur. Puis ensuite, ils vont concevoir le projet avec les gens dans un processus de consultation. Donc, c'est pas la gouvernance du projet, mais c'est la gouvernance des terres. Je ne sais pas si c'est clair, qu'est-ce que je dis. Si tu me permets, Ariane? Oui. C'est Monique Gagnon. Dans le fond, à l'heure actuelle, c'est plus le comité là, dont tu as parlé là, à un moment donné qui réfléchit à comment préparer tout ça. La gouvernance, comme tu dis, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas arrivés à déterminer ça va être quoi la gouvernance. Ils sont à réfléchir à des modèles en se basant sur ce qui s'est fait ailleurs, puis tout ça. Mais là, à l'heure actuelle, c'est plus le comité là, avec le MAPAC, l'université, puis tu en as parlé un peu au début, là, la Ville de Québec, certains experts. Mais ça, c'est vraiment pour essayer de préparer un peu les consultations. Mais la gouvernance, c'est bon, en tout cas, moi, comme je le comprends, là, je n'ai pas reparlé à la personne, contact, mais c'est plus pour essayer d'arriver quand même avec des hypothèses parce que c'est gros là, comme enjeu. Donc, essayer de se préparer puis de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs puis tout ça. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on sait que la question va se poser, ça va être quoi la gouvernance pour ces terres-là? Je pense qu'ils sont vraiment en train de préparer ça, la gouvernance. Ils veulent faire une proposition. On va juste faire parler les gens qui ont la main levée. Vous pouvez lever votre main après pour continuer. Moi-même, je devrais lever ma main au lieu de répondre. Félix? Oui, la question, c'est pour Mme Gagnon, puis le groupe de citoyens et citoyennes, de savoir est-ce que des groupes avec qui vous êtes prêts, des partenaires, je pense à Vivre en Ville, l'Urbainculteur et autres groupes du type avec qui vous travaillez, puis vous avez déjà une proposition, une idée
de ce qui est voulu comme projet pour les terres? À l'heure actuelle, on n'a pas de préciser quel genre de projet. Nous autres, les demandes qu'on a toujours faites, c'est que ça soit fait avec les gens, pour les gens, donc avec les citoyens, avec les gens qui sont dans le domaine de l'agriculture, la relève, puis tout ça. Donc, on a toujours, quand je parlais tantôt des lettres qu'on écrivait avec les appuis, il y a des citoyens, mais il y a aussi des organisations. On travaille beaucoup avec l'Institut Jean Garon, Vivre en ville, le CRI de l'environnement, les Amis de la Terre, Crac Bitume. En tout cas, on avait beaucoup d'organisations qui sont concernées par vraiment là, quoi faire, qu'est-ce qui pourrait être fait sur ces terres-là. Mais en tout cas, nous, de notre côté, on n'a pas de projet spécifique. On n'a pas l'intention de présenter un projet spécifique, en tout cas pas pour le moment, c'est certain, mais dans les contacts, on avait pas mal toujours, en tout cas, la dernière fois, on avait 40, puis il y a une lettre qui circule, on pourrait faire, qu'on avait préparée, où les 40 organisations sont nommées. Merci. Donc, Ève? On ne t'entend pas, Ève. Bien, en fait, idéalement, comme Monique le disait tantôt, au niveau du type de consultation, j'espère qu'ils sont en train d'évaluer les modèles et qu'ils ne vont pas statuer d'un type de gouvernance parce que ça devrait être issu des consultations au niveau de la gouvernance. Puis ben, il y a Protectaire, hein, Claudine aussi, Monique, hein, qui est au niveau des fiducies utilitaires, a toute l'expertise au Québec. Alors, comme le Voix citoyenne, moi, pour m'être jointe, là, entre autres, pour préparer Rêvons les terres des Sœurs de la Charité, bien, la démarche est justement pour impliquer les citoyens et le milieu agricole afin d'avoir le projet le plus pertinent possible. Donc, justement, que ces consultations-là laissent émerger puis forger quelque chose. Hein. Je vois Claudine qui est là puis on parlait de c'est M. Amiotte qui, en fait, lui, est agriculteur. Fait qu'on voulait vraiment que ça soit, bien, je parle de Voix citoyenne, voulait vraiment que ça soit issu de vraies consultations puis d'un vrai projet citoyen. Oui, donc merci, Ève. Donc, c'est ce que la responsable me dit. Elle me dit que ce sur quoi il travaille, c'est vraiment pour protéger la vocation agricole. Donc, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bâtiment, par exemple, qui soit construit, et puis que le projet lui-même va être conçu avec les gens. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'il n'y aura pas de projet, il n'y a pas de projet déjà canné. Donc, je pense qu'il va y avoir une proposition qui va être faite pour protéger la vocation agricole, puis qu'après ça, ça va être soumis à ce que les gens vont dire. Mais c'est mon interprétation de ce qu'elle a dit. Paul? Oui. Protéger la vocation agricole, c'est bien, mais est-ce que ça va être une ferme bio? Et puis, pour que ce soit une ferme bio, il faudrait que les personnes qui sont responsables de programmer le projet, là, qui ne soient pas intéressés, qui ne soient pas impliqués dans des pharmaceutiques, des phytopharmaceutiques plutôt. Parce que le lanceur d'alerte, Louis Robert, l'a dit, il a dit il y a beaucoup d'agronomes au MAPAC, un peu partout, qui ne sont pas objectifs. Ils ne sont pas objectifs parce que ils sont payés par les phytopharmaceutiques. Donc, moi, c'est une de mes principales préoccupations parce que est-ce que cette ferme-là va être bio? Est-ce qu'on a des garanties que ça va être bio?
Merci, Paul, pour ton intervention. Effectivement, c'est une question importante. À quoi va ressembler l'agriculture sur ces terres-là et non pas juste est-ce qu'on va protéger la vocation agricole. C'est ça qu'on allait parler. D'ailleurs, c'est le prochain point. Donc, merci. Ça fait une bonne transition, mais on va quand même donner la parole à Claudine. On a de la musique? OK. Oui, Claudine? Bon, mon micro qui ne voulait pas se brancher. Donc, pour ceux qui se préoccupent de la nature des projets et puis on va dire de la démocratie autour de ça, là, pour être sûr que tout le monde est impliqué, moi, je fais appel. On n'est quand même pas nombreux ce soir, sauf que c'est déjà beau. Et comment je dirais, c'est qu'on est parti de rien, nous, on est devenu finalement un gros noyau, toujours un petit noyau dur, mais on a eu énormément de sympathisants, puis ça date pas juste des consultations, ça date, on a fait des conférences, puis on a accumulé des gens justement qu'on informait et tout ça. Mais c'est à chacun de suivre de près le dossier et de talonner les élus et tous ceux qui vont, disons, mettre sur les rails ce projet de consultation-là. Et si jamais ce qu'ils nous offrent, c'est pas à la hauteur de nos attentes après toutes ces années de mobilisation et d'attente, c'est à chacun d'aller, de faire boule de neige dans le fond. Parce que c'est vrai qu'on a eu, à la lettre du mois d'octobre l'année passée, on a eu 48 groupes et presque 300 individus, mais c'est tous des groupes qui sont impliqués de près. T'en as là-dedans, c'est des experts là, en agronomie, en agriculture et tout. Puis je ne peux pas les énumérer tout de suite. Mais dans le fond, c'est que, autrement dit, maintenant, les yeux là, sont braqués sur ce qui va se passer avec ça. Alors, il ne faut pas se gêner pour les talonner. Et si jamais ça ne fait pas l'affaire, ben il faut continuer, autrement dit, à se mobiliser. Nous autres, on a veillé au grain tout ce temps-là, puis on va continuer aussi. Parce que notre préoccupation, c'est pas nécessairement, c'est ça, on ne s'embarque pas dans un projet, comme Monique a dit, mais c'est de faire en sorte que les terres soient protégées puis soient utilisées, c'est le sens du monde, dans le fond. Surtout en tenant compte des changements climatiques et de l'autonomie alimentaire. Alors, il faut continuer à veiller au grain puis de répandre la nouvelle, dans le fond. Oui, absolument. Donc, c'est pour ça que t'es là. On continue, c'est ça. Quand on est là, on est là. Puis, j'ai aussi fait la brochure qui parle des 5 critères pour un projet viable. Donc, ça, c'est important parce que on veut pas... L'agriculture peut très bien être capitaliste ou elle peut être communautaire, mais elle peut être un ou l'autre. Elle ne peut pas être les deux. Donc, en même temps. Donc, on veut vraiment que ça aille dans le sens de la communauté. Puis pour ça, ben, il faut que ça réponde à certains critères. Mais si on parle, mettons, d'une fiducie d'utilité sociale agricole, ça implique plus que juste de l'agriculture. Ça implique que ça soit une agriculture pour la communauté, une agriculture diversifiée, biologique. Je m'excuse pour... il faut que j'en apprenne plus là-dessus. Donc, les critères, c'est que ça soit un projet diversifié au plan écologique, que ce soit un projet qui vise l'inclusion sociale, que ce soit un projet par et pour la communauté, donc qui favorise l'autonomie alimentaire, qui serve à améliorer la sécurité alimentaire. Puis un projet démocratique participatif, donc que les gens soient inclus à toutes les étapes, donc de la conception à la réalisation, à la transformation, à la gestion. Et puis que ce soit un projet avec une vision éducative, mais pas juste pour les académiques, mais aussi pour la population en général, donc l'éducation populaire, pour donner accès aux gens de la ville à l'agriculture. Claudine, est-ce que tu voulais encore intervenir? Non, c'est bon. C'est bon parce que tu as la main levée, c'est pour ça. Ah, je la baisse, ma petite main. L'autonomie alimentaire, c'est quelque chose qui revient souvent dans la bouche du gouvernement, du ministre de la Montagne. Ça, c'est des communiqués de presse qui ont été émis le même mois que il y a eu l'offre d'achat du gouvernement. Donc, autonomie revient 3 fois ce mois-là.
avec la question des banques alimentaires, la sécurité alimentaire, le gaspillage alimentaire. Les communiqués de presse pour le mois de mai. On a encore autonomie, 4 fois. Puis, question d'agriculture de proximité, d'agriculture durable. Donc, c'est ça le discours du gouvernement ces temps-ci. Donc, ça peut être favorisé. Ça, c'est un extrait d'un communiqué qui a été mis le lendemain de l'offre d'achat par rapport à permettre des quotas pour les producteurs, pour les poulets, pour avoir des petits producteurs de poulets. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Puis, les œufs. Là. Donc, ça dit le gouvernement est fier de favoriser une plus grande place à l'agriculture de proximité, ainsi soutenir la diversité des modèles agricoles. Puis, ça parle d'autonomie alimentaire qui favorise l'innovation de nos entrepreneurs et la vitalité de nos régions. Ça, c'est un peu le contraire. C'est un discours contraire. C'est un projet de la Ville de Québec qui s'appelle Innovitam, qui est très proche des Terres des Sœurs de la Charité. Donc, c'est un projet de technologie, de haute technologie. Puis, ça fait partie d'un grand plan du gouvernement de la CAQ qui s'appelle, c'est quoi? C'est Avantage Saint-Laurent, qui vise à développer des zones d'innovation technologique sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Donc, ça, c'est le genre de développement qui va dans le sens inverse de ce qu'on veut parce que c'est un projet pour les industriels. Petit mot sur l'histoire des terres. Donc, les terres, c'est les Sœurs des Sœurs de la Charité qui ont pris en charge la ferme qui était sur les terres avec l'hôpital. L'hôpital qui est maintenant l'Institut de santé mentale de l'Université Laval, mais qui a été l'hôpital qui est connu sous le nom de Robert Giffard aussi, qui est un hôpital de santé mentale. À la base, c'était l'asile de Beauport, quand les sœurs l'ont pris en charge. Puis, ils nourrissaient, dans le fond, les patients de l'hôpital, les employés et les sœurs avec la production agricole qui était produite sur les terres. Puis aussi, les patients de l'hôpital travaillaient dans les champs. Donc, c'était une forme d'inclusion sociale, de réadaptation sociale, de faire travailler les gens dans les champs. Ça faisait partie d'une vision du traitement des malades, comme de la santé globale, de s'occuper de l'humain au complet, etc. Donc, ça peut nous inspirer pour l'avenir des terres, de conserver ce patrimoine social, ce patrimoine agricole. Donc, c'est ça, ça nourrissait à un certain moment plus que 5000 personnes, ces terres-là, avec une grande variété d'aliments. C'est des bonnes terres pour l'agriculture, bien classées, bien situées, comme je disais, sont en pente, plein sud. Le fait que ça soit entouré de maisons, c'est une bonne chose, en fait, parce que ça protège de la contamination croisée avec les pesticides, ça crée un microclimat, ça protège des... je me rappelle plus quoi d'autre, je m'excuse. Et puis, il y a eu beaucoup de transformations. Donc, à partir des années 40, c'est devenu, premièrement, l'agriculture est devenue de plus en plus industrialisée. Puis, deuxièmement, les transformations avec les projets routiers, ça a déformé les terres, défiguré. Et puis, ça a fait en sorte que la mission sociale est devenue moins importante. La ferme a arrêté ses activités en 2008.
parce que là, la production était rendue complètement spécialisée pour la fromagerie. Donc, tout était produit pour finalement finir en fromage. Donc, les champs servaient à faire les céréales, qui servaient à nourrir les vaches, qui servaient à faire le lait, qui servaient à faire le fromage, qui était commercialisé. Mais tout ça a coûté beaucoup d'argent, puis de faire la fromagerie, de commercialiser le fromage. Puis, il y a eu des crises comme le fait qu'ils n'étaient pas capables de se débarrasser du lactosérum, ce qui est un peu ridicule parce qu'on peut faire plein de choses avec du lactosérum. Mais ça coûtait trop cher de s'en débarrasser. Donc, ils ont été obligés de fermer, d'arrêter leurs activités, ou en tout cas, ils ont pris cette décision-là après des grandes réflexions, d'arrêter leurs activités en 2008. Depuis ce temps-là, c'est une entreprise de pli civil qui fait de la culture de céréales, de soya sur les terres. Mais apparemment, elle fait bien ça. Mais ça reste une agriculture industrielle. Ça, c'est juste pour la bibliographie. Là. Il y a entre autres le mémoire de Voix citoyenne qui est disponible avec toutes les autres mémoires, si ça vous intéresse. Il y a Manon Bouliane qui a travaillé qui a fait une super belle étude sur les terres des Sœurs de la Charité. C'est une anthropologue qui a travaillé beaucoup sur le système alimentaire à Québec. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est juste un exemple d'agroparc qui existe ailleurs. Ça s'appelle Interval Center au Vermont. Donc, cet agroparc-là, leur focus, c'est de donner des terres pour la relève. Donc, ils prêtent des terres à des agriculteurs qui commencent des projets biologiques. Puis, il y a toutes sortes d'options pour la communauté, tout ça de lien avec la communauté, évidemment. C'est un projet qui a été conçu par les gens et c'était un gros comme dépotoir avant, puis ils ont tout revitaliser ça. C'est vraiment un beau projet. Ça a été nommé par le ministre comme un exemple de projet d'agroparc. Ça, c'est la lettre ouverte que Voix citoyenne a publiée et diffusée récemment. Donc, c'était en octobre. Là. Je pense que c'était le 26 octobre. Donc, ça s'appelle « Les terres des Sœurs de la Charité, un énorme potentiel d'innovation agricole participative ». Donc, on aime le mot participatif. Excuse-moi, juste préciser, c'était le 22 octobre. Ah oui, OK, 2021, d'accord. Je n'avais pas vu le 2021. Ah, je l'ai mis, mais moi non plus, je ne l'avais pas vu. J'ai dit 26. On va faire une conférence. Je vais donner une conférence sur le contenu de la brochure, l'histoire des terres, tout ça, avec plein d'images, plein de faits intéressants, historiques, tout ça. Ça va être en ligne. Et on va pouvoir s'inspirer de cette histoire-là et aussi ne pas répéter les erreurs du passé. Donc, je vous invite à ça. Il va y avoir un deuxième tome à la brochure qui va parler plus des solutions pour les terres, donc des ressources pour la gestion collective, comment on peut gérer un projet de façon collective, des exemples d'agroparcs ailleurs dans le monde, des projets agroalimentaires ici à Québec qui pourraient être soit des modèles ou soit être reliés aux terres ou les deux. Si vous avez d'autres idées de ce qu'on peut mettre dans un tome 2, gênez-vous pas à me les donner. Je suis en train de réfléchir à ça. Puis, on va faire une programmation pour l'hiver pour faire l'éducation populaire sur les enjeux par rapport aux terres avec les Amis de la Terre. Donc, on est en train de penser à ça aussi. Donc, si vous avez des idées, je pense à des thèmes comme l'agroécologie, la gestion collective, encore une fois, les besoins, les ressources de la communauté, les modèles de projets viables, les acteurs du système alimentaire. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les soumettre. Ça, je l'avais mis au début, je le remets. D'un coup, qu'il y avait du monde qui n'était pas là au début. Donc, il y a mon courriel. Peut-être qu'on peut faire ça maintenant si les gens qui sont intéressés à avoir des informations directement, à être inclus dans la liste de contacts, dans un éventuel regroupement ou n'importe quoi qu'on va faire dans le fond.
dans le fond, à être informé des prochaines étapes. Vous pouvez mettre votre email dans la conversation. Vous pouvez aussi m'envoyer un email, mais peut-être c'est mieux de le mettre maintenant, comme ça on est sûr de ne pas l'oublier. Fait que je vais ramasser ces courriels-là dans quelques minutes. Ben, ouais, c'est ça. À moins que quelqu'un se propose pour ramasser les courriels. Je vais parler du projet de Dominique qui a dû quitter tantôt. Donc, Mireille Bonin aussi qui est là-dessus. Mireille, qui je pense qui était avec Voix citoyenne aussi. En tout cas, qui s'est impliquée pour les terres. Donc, le projet, ça s'appelle Champlain d'avenir. Puis, ils veulent donner une idée de ce que pourraient devenir les terres des sœurs dans une perspective de permaculture et de culture nordique. Il va y avoir une conférence de M. Yvan Perrault, qui est un mycologue, qui a un projet de forêt nourricière, je pense, sur les façons de valoriser ces terres dans une perspective de permaculture. Donc, ils veulent éventuellement concevoir un projet modèle. La conférence, ça va être le 21 novembre. Ensuite, ils veulent faire comme un modèle de quoi pourrait avoir l'air un modèle de permaculture. Bon, je me répète. Je vous laisse. Je me demandais juste c'est qui, excuse, j'ai pas levé ma main, je me demandais juste c'est qui eux, Champlain d'avenir, c'est quoi qu'ils font? C'est un groupe de citoyens. Okay. Donc, il y a Dominique Beaulieu qui était là tantôt, il y a Mireille Bonin, puis quelques autres personnes, puis Yvan Perrault, qui est un expert en agroécologie. Puis c'est ça, ils se sont juste rassemblés, c'est un groupe citoyen qui veut faire un modèle de qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air pour inspirer les participants à la consultation. J'aurais aimé ça que Dominique donne son courriel. Mais vous pouvez m'écrire si jamais ça vous intéresse, puis je vais vous donner leur courriel. Mais en tout cas, au moins, on sait que ça existe. Donc là, les prochaines étapes pour la mobilisation, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait dessus un regroupement qui porterait la voix des citoyens et des organisations, qui pourrait demander peut-être du financement pour avoir les moyens de faire des actions, juste de rassembler les gens. Ça demande du temps et des moyens. On fait dessus une analyse des besoins de la communauté. Est-ce qu'on essaie peut-être de faire des sondages, voir qu'est-ce que les gens ont besoin, les organismes, consulter les organismes, essayer d'aller chercher la voix de gens de groupes plus marginalisés, des activités d'éducation populaire, de l'aide pour participer aux consultations, mettons comment écrire un mémoire. On ne sait pas de quoi vont avoir l'air les consultations, mais essayer d'appuyer les citoyens, les groupes qui veulent participer aux consultations. Est-ce qu'on fait des demandes auprès du MAPAC, des responsables du projet, pour que la communauté soit inclue dans la conception? Donc, comme on parlait tantôt, on veut vraiment être inclus. Donc, est-ce qu'on fait des demandes, des communiqués de presse, des choses comme ça? Donc, ça, c'est les idées que j'ai. Évidemment, si vous avez des idées, c'est vraiment bienvenu. Est-ce qu'il y a des idées que vous trouvez qui sont meilleures que d'autres? Guillaume? Oui, vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour.
Bonjour. Donc, par rapport aux différentes étapes qui sont élaborées ici, quand on regarde un peu là, le communiqué de presse qui avait le plus récent, qui date du mois d'octobre, on dit que la première phase des consultations, ça va être une table de concertation où il va y avoir une participation des acteurs clés, donc des experts, des partenaires du milieu. Donc, moi, je me demandais les différentes étapes que vous proposez ici. On parle d'analyse des besoins communautaires, le regroupement pour comment amener les. Est-ce que c'est pas déjà quelque chose qui serait déjà inclus là-dedans? Donc, ça ne serait pas de voir, comme vous dites, on ne sait pas encore ça va être quoi la nature même des consultations. Là, si on parle d'une table de concertation, c'est qu'ils vont cibler spécifiquement des experts probablement, puis des partenaires du milieu. Donc, on a plusieurs acteurs ici, que ce soit urbains-culteurs, on a différents groupes de soins. Donc, ce ne serait pas justement comment amener cette communauté-là à cette table-là. Donc, je dirais que le dernier point, là, que la communauté soit inclue dans la conception, ça devrait être surtout là-dessus. De un, puis de deux, c'est d'arriver avec une voie cohérente. Donc, qu'il y ait que ces différents regroupements citoyens-là arrivent avec des revendications qui sont cohérentes entre elles. Là. Oui, merci. Bon point. Effectivement, je ne sais pas si tout le monde ici est d'accord avec les 5 critères pour un projet viable, mais si tout le monde demande ces critères-là, s'il y en a plus de chances que ça soit entendu. Oui, Audric? On ne t'entend pas, Audric. J'ai dit, premièrement, je suis vraiment d'accord avec les 5 énoncés. Puis un peu comme Guillaume, c'est ça, je me dis, il faut vite se concerter puis s'entendre dans les mouvements citoyens puis dans ce qu'on veut prêcher, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu pressé par l'échéancier quand je vois que, tantôt, tu as montré une diapositive qu'en 2023-2024, ça serait la réalisation du projet. Ça arrive quand même assez vite, là, ou c'est la façon que tu as parlé au contact du MAPAC avec Isabelle, c'est lousse comme échéancier, puis c'est pas. Dans les faits, ça ne sera pas fait en 2023. Là. Moi, réalisation du projet, j'entends qu'il y a des trucs qui vont se passer concrètement sur les terres à cette étape-là. Oui, c'est ça. Selon leur plan, les consultations vont être terminées en 2023, puis ils vont avoir décidé ça va être quoi, ou en 2024. Fait qu'effectivement, ça vient vite. Puis là, on parle de consultation des acteurs dans quelques semaines. Puis de consultation de la population au printemps. Fait que oui, ça vient vraiment vite. C'est pour ça que j'ai calé cette assemblée à la dernière minute. De faire comme, OK, là, les gens ne savent même pas c'est quoi le projet. Là, fait que faudrait premièrement, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, qu'on parte tous de la même place. Puis deuxièmement, qu'on essaye d'être le plus effectivement cohérent possible dans ce qu'on dit, parce que plus on l'est, plus on va avoir ce qu'on veut. Fernand? Oui, juste pour dire que dans toute la réflexion qu'il va y avoir sur l'aspect légal, où ça va commencer, un des aspects légaux, c'est le locataire des terres actuelles, c'est Mican. Alors là, présentement, je ne sais pas le contrat. Alors, probablement qu'il va y avoir des questions à poser sur tout le contrat, puis les attendus, puis on pourrait dire les servitudes qui sont liées. Quand il y a eu la vente, il y a déjà des choses probablement de prévues. Qu'est-ce que va être l'entente de location? Est-ce que c'est une entente qui était annuelle ou renouvelable à toutes les X années? Ça fait partie aussi de la réflexion. Alors, probablement que même le locataire actuel va avoir... Il y a une espèce de mot à dire là-dedans. On ne sait pas c'est quoi. Il faudrait que quelqu'un lise. Probablement que de toute façon, l'entente notariée est bien connue et précise, mais ça serait un des éléments à vérifier parce que ça, dans tout le développement de n'importe quel projet, s'il faut qu'il laisse la place
il faut que ce soit déjà entendu dans les aspects légaux qui vont être développés. Et puis, la place de la Ville de Québec aussi au niveau légal, qu'est-ce que s'il y a une forme de fiducie? Il y a tout le problème de le MAPAC, quand il a acheté, il y avait des taxes à payer, tout ça. Il y avait moins de surenchère parce que c'était encore zone agricole, mais il y avait quand même une très forte pression. Alors, comment ça va se régler aussi si la Ville est partie prenante du projet? Là, belle question à poser. Puis maintenant, à la conseillère municipale, jusqu'à quel point la Ville peut devenir une partie prenante même dans une fiducie, parce que ça peut être des organismes publics, privés, des citoyens qui font là-dedans. Donc, plusieurs questions au niveau légal. Je pense que c'est le premier point à réfléchir. Puis, on a vu qu'il y avait des gens, comme on a vu le Champlain à venir, ça c'était nouveau, je n'avais pas entendu parler de ça. Mme Brodin aussi, qui avait une formation d'avocate, qui était dans Voix citoyenne. Alors, il y a sûrement des gens qui commencent à réfléchir à ça, puis je pense que c'est très important au départ de l'avenir légal. Ça va être le premier point à discuter, parce que c'est ça qui va autoriser après ça plus ou moins de créativité puis de participation. Alors, c'est le gros point, mais il y a beaucoup de questions bien techniques puis bien terre à terre avec tout ce qu'on pourrait dire servitude, service public, implication de la ville, des municipalités à réfléchir. Voilà. Oui, merci. Donc, on va avoir besoin des gens qui connaissent ça. Laurent? Yes, salut. Moi, c'est Laurent, anciennement du ROC et de Craig Bitume, Atelier à la Terre. Donc, c'est ça. Ça fait un bout que je suis routier là-dedans. Puis j'ai vu quand même pas mal de monde dans le bas du fleuve perdre leur terre là, au cours des années. Là. Puis c'est ça, ça arrive nord, ça arrive sud. Donc, non, c'est ça. Même à la Pocatière, ils ont de la misère à garder leur institut. Là, ils mangent le bouc à peu près. Là. Il y a le CETAB qui s'en sort quand même bien. Le Saint-Hyacinthe, ça a l'air qu'ils vont peut-être récupérer des terres, ce que j'ai compris. Tant mieux pour eux autres. Mais c'est ça, nous autres, dans le fond, si on veut être réaliste, on ne peut pas faire dans le fond, un organisme qui fasse de la promotion ou de moissonneur solidaire, mettons, seulement pour juste nourrir les gens à Québec. La quantité de terre qu'il faut pour faire ça, c'est énorme. Dans le point de vue réaliste, il faut quand même être groundé un petit peu dans ce qu'on peut faire. Puis de toute façon, ça va être un projet qui va être probablement, pour être accepté, séparé en morceaux. Séparé en morceaux au niveau de la recherche, séparé en morceaux au niveau plus entrepreneurial, séparé en morceaux au niveau plus populaire. Donc, ça serait vraiment de se focusser sur des points précis. Puis de là, Fernand, je te rejoins au niveau légal, mais je pense que ça va peut-être justement être une fiducie ou un groupe qui va chapeauter chacun de ces projets-là. Je voyais 5 lots, donc qui étaient vraiment en gros spot. Ben, c'est probablement ça qui va se résumer, j'ai l'impression, à ce que j'avais entendu dans les branches déjà il y a un certain temps. Probablement 5 sortes de projets là, spécifiques. Donc, ça serait de s'accrocher, dans le fond, au projet que nous, chacun, on veut développer dans notre expertise, de voir la quantité de terre qu'on aurait besoin pour ça, puis de présenter un projet solide, comme un plan d'affaires, mais version plus populaire pour certains, plus alimentaire, recherche pour d'autres. C'est ça, aux promoteurs au niveau justement de la relève. Moi, je suis fervent de créer, dans le fond, un institut des semences nordiques. C'est un gros manque qu'on a en Amérique du Nord, des semenciers nordiques qui soient vraiment plus, disons, je dirais, tournés vers les plus petits et moyens producteurs. C'est des grosses entreprises, les semenciers, présentement, avec la fête des semences, avec le ROC, on l'a vu aller comme il faut. C'est vraiment un rouleau compresseur, là, ces semenciers-là. On a vraiment de la misère. Donc, d'imiter un petit peu, dans le fond, l'Institut Vavilov, la première banque de semences qui a été créée en Russie, à Saint-Pétersbourg, puis qu'il y a une aile en France.
ça serait peut-être un des points à checker là, pour vraiment là, pousser un petit peu plus loin là-dessus. Puis aider, dans le fond, nos agriculteurs. Parce que ça a été une demande là, répétée durant 2-3 ans là, au niveau de la relève, d'avoir d'avoir vraiment un groupe de semenciers régional ou provincial qui soit assez solide, qui puisse acheter des semences en petits, moyens, une assez grande quantité pour progresser, dans le fond, dans leur établissement de plan d'affaires puis dans leur recherche de spécificité de groupe de vente là, au niveau de leurs produits. Donc, c'est ça. Merci. Donc, il y a beaucoup de besoins, beaucoup d'enjeux dans le milieu agricole, alimentaire. Effectivement. Je suis en train, pendant que tu parlais, là, je t'écoutais, mais je suis en train aussi de prendre les courriels des gens. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Je pensais faire une prochaine assemblée sur la question de la mobilisation, de qu'est-ce qu'on fait. Paul? Oui, encore moi. C'est que je ne sais pas, je suis un néophyte, hein, alors je ne sais pas où placer mes suggestions. Il y a peut-être des gens ce soir dans l'Assemblée qui, si je parle de mes rêves un petit peu, peut-être qu'il y aura des oreilles attentives, je ne sais pas. C'est parce que les terres de la charité ont déjà servi à réintégrer les patients de Robert Giffard, là. Oui. Les réintégrer au travail, là, les réintégrer dans la société. Mais malheureusement, ce qui était sous-payé, c'est qui était exploité. Hein. Alors, moi, mon rêve, ce serait qu'on puisse aider des gens, pas nécessairement de Robert Giffard, là, mais des gens à s'intégrer au travail de la ferme et de revaloriser le travail de la ferme. Parce qu'en ce moment, c'est sous-payé. Travailler sur une ferme, c'est sous-payé. Et au moins, si ce n'est pas extrêmement bien payé, au moins que les conditions de travail soient bonnes. Parce que, par exemple, j'ai fait les vendanges en France il y a longtemps. Et puis, ben là, c'est exceptionnel, les vendanges, là, mais c'était vraiment la fête. On travaillait fort, mais on avait du plaisir à le faire, puis on travaillait ensemble, puis on jasait dans les champs, tout ça. C'était une activité agréable, c'était une belle expérience. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse dire à tout le monde que le travail de la ferme, c'est aussi une belle expérience. Oui, merci, Paul. Effectivement, c'est très une bonne idée. C'est très bon pour la santé mentale de jardiner, pour les liens sociaux communautaires. Les terres ont servi, la ferme SMA a servi pour ça. Effectivement, c'est important que les gens aient des bonnes conditions, les agriculteurs aussi qui n'ont pas des bonnes conditions. Puis, c'est un bon point. Puis aussi, les jardins collectifs dont j'ai parlé tantôt, puis je parle dans la brochure, sont aussi des projets d'inclusion sociale. Donc, ont cette mission-là par exemple, avec des jeunes décrocheurs, de les faire jardiner. Donc, c'est quelque chose qui existe, puis qui fonctionne bien. Guillaume? Oui, tout à l'heure, durant la présentation, vous avez parlé là, de ce que le MAPAC, les éléments qu'ils vous avaient partagés avec vous, entre autres, comment il avait fonctionné, ou des exemples qui servaient là. Vous avez mentionné qu'il s'est inspiré de quelques exemples ailleurs dans le monde. Bon, c'est un peu particulier, là. Il y en a pas, il doit y avoir des centaines de milliers. Mais est-ce qu'on sait exactement c'est quoi ces exemples-là? Puis il aurait suffi d'avoir
une présentation là-dessus? Parce que pour l'instant, je pense que tout le monde est un peu comme ça, peut-être à part les gens qui sont directement dans le projet, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent dire par un agroparc éducatif écologique. Bon, on voit qu'il y a certains éléments qui ressortent, mais on n'a pas d'image, on n'a pas des fois une maquette ou un bon vieil exemple. Là, tu dis, OK, c'est ça. C'est vraiment plus utile ensuite pour se faire une meilleure tête. Fait que, est-ce que ça serait pertinent d'être capable de savoir c'est quoi les exemples qui servent présentement au MAPAC ou c'est quoi les inspirations pour qu'ensuite on ait une meilleure idée de ce à quoi ressemblerait le projet? Parce que j'ai l'impression qu'on nage un petit peu tous dans le néant là, présentement par rapport. C'est dur de faire des propositions quand on ne sait pas exactement ce à quoi va ressembler le projet. Là. Oui. Comme je dirais, j'ai une maison, je vais construire une maison, mais je ne sais pas, ça va être une maison, un logement, des logements. Quand on dit OK, ça va être une maison d'à peu près telle grosseur, puis là, OK, bon, mais là, je peux arriver avec des suggestions, mais si je vous dis je vais juste construire un bâtiment, je ne sais pas c'est quoi, c'est un peu ça. Là. Oui, donc je trouve ça pertinent, effectivement, de parler des modèles qu'il y a ailleurs. C'est pour ça que j'ai prévu de faire le tome 2 de la brochure sur ça, notamment. Donc, de donner de parler de modèles. Après ça, de faire une conférence là-dessus. Ou peut-être un atelier, quelque chose comme ça. Plus participatif, où on va pouvoir parler de ces différents modèles-là, lesquels sont intéressants et quels aspects sont intéressants. C'est sûr qu'on ne peut pas calquer un modèle d'ailleurs parce que la situation des terres est vraiment unique au monde. C'est des terres immenses. Le projet d'agroparc, le Interval Center, celui que j'ai montré tantôt, qui est un exemple super intéressant, mais c'est ça, c'est pas les mêmes dimensions. Y avait-tu quelqu'un d'autre qui avait levé la main? Mais oui, donc c'est effectivement parler d'exemples concrets, mais aussi on peut faire aller notre imagination. Qu'est-ce qu'on a besoin? Comment on peut répondre à ces besoins-là? Ils veulent inventer des affaires. Hein? On est dans l'innovation, dans la vitrine, là, fait que on peut se laisser aller. Simon? On ne t'entend pas, Simon. Il faudrait ouvrir le micro. Ah, on a oublié tout le temps de le faire le micro. Écoutez, je n'ai pas de suggestion précise à ce que devraient être les terres de la charité. Ce que je voudrais juste dire, je trouve ça très agréable ce soir de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens là, qui veulent s'impliquer, qui veulent amener des idées. Il y a eu les guerriers de la première heure, Voix citoyenne, l'Institut Jean Garon, on a été là aussi depuis un bon bout de temps. On a réussi, ça a été souligné, une belle victoire, puis ce n'est pas une victoire insignifiante. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait devant nous? Il y avait la grosse ville de Québec, il y avait le plus gros développeur du Québec, il y avait tout le milieu des affaires de Québec qui applaudissait, puis le gouvernement du Québec aurait été bien disposé à dire oui s'il n'y avait pas eu la mobilisation citoyenne. Alors, c'est une grosse, grosse victoire. Maintenant, écoutez, juste un petit mot pour amener peut-être une perspective un peu plus large. Peut-être vous avez vu déjà le documentaire Terre d'asphalte qui a été diffusé il y a quelques mois. Mais la semaine prochaine, l'auteur du documentaire, Nicolas Mesli, va lancer un livre qui est la reprise un peu de sa réflexion sur l'avenir du territoire agricole au Québec. Ça s'appelle Terre d'asphalte. Dans le livre, il y a un chapitre sur les terres des Sœurs de la Charité. Ça raconte la belle histoire des terres des Sœurs de la Charité, mais c'est la seule belle histoire dans ce livre-là, à travers plusieurs histoires d'horreur de ce qui se passe ailleurs au Québec. Pas bien loin, à Saint-Augustin, Jean-Pierre Amiotte est ici, il aurait pu nous en parler. Il y a un enjeu là, ailleurs dans la région de Québec de projets là, qui menacent les territoires agricoles. À la grandeur du Québec actuellement, là, il y en a combien d'équivalents des terres des Sœurs de la Charité qui disparaissent à tout moment sous les coups de la spéculation? Alors, bravo, on a une belle victoire, j'en suis fier, puis on doit se réjouir, mais je pense qu'on doit continuer à avoir une mobilisation. Je fais appel à les Amis de la Terre, à Vivre en Ville, à tous les groupes qui ont une réflexion sur le territoire agricole. Oui, il faut s'occuper de notre projet ici à Québec, il faut faire quelque chose de beau. Ça va être quelque chose qui va
inspiré. Hein? Il faut se rendre compte aussi que les terres des sols à charité, ce n'est pas un dossier de Québec, c'est devenu un dossier national. C'est un peu pour ça que le gouvernement s'en est occupé, parce que ça avait pris une valeur de symbole à la grandeur du Québec de ce qu'on doit faire avec notre territoire agricole. Alors, je pense qu'il faut réussir quelque chose de bien à Québec, mais il faut garder aussi une pensée pour l'ensemble du territoire agricole. Nous, à l'Institut Jean Garon, c'est sûr qu'on va continuer. On surveille ça de près. On a des propositions à faire au gouvernement pour améliorer la loi de protection agricole qui est pleine de trous. Hein. On le voit bien. Le massacre continue malgré la loi. Alors, bravo pour les terres des sols à charité, mais il faut continuer à être vigilant et à penser que, oui, 203 hectares à Québec, c'est important, mais il y en a des milliers d'autres ailleurs au Québec qui ont besoin aussi d'être protégés. Absolument. Très bon point. Merci. On a plusieurs organisations. Aujourd'hui, j'essaie de les retenir parce que je vais donner des nouvelles à la responsable du projet pour dire on était là. Donc là, je ne sais pas si vous voulez marquer c'est quoi vos organisations dans le chat. Comme ça, je vais pouvoir faire une liste de... C'est ça, pour en faire part à la responsable. Puis aussi, si vous voulez être inclus dans la concertation, vous pouvez m'écrire. Puis, je vais en parler avec elle. Ou je vais vous donner ses coordonnées. Mais bref, on va essayer qu'il y ait le plus de monde possible inclus dans les concertations parce que là, c'est dans les prochaines semaines. Ils ont dit dans les prochaines semaines le 7 octobre. Fait que là, ça peut être demain matin. Oui, monsieur Jean-Pierre. Ah, vous m'entendez? Oui? Oui. OK. Alors, mon nom a été mentionné à quelques reprises. Alors, je m'en serais voulu pour avoir pris la parole au moins une fois ce soir. Mais je ne veux pas prolonger très longtemps la rencontre. Je commence à décliner pas mal à cette heure-ci. Cela dit, dans la foulée de ce que Simon vient de déclarer, je dois dire qu'il y a eu un changement de mentalité qui s'est opéré au cours des dernières années avec tout le dossier des terres de serre de charité, en ce qui a trait à la survivance et à l'avenir des terres agricoles de la région de Québec, de l'agglomération de Québec. Parce qu'il faut savoir, quand on parle constamment des terres de serre de charité, qui est un fer de lance dans la lutte qu'on livre pour la protection et la pérennité des terres agricoles, Québec a tout de même 11,25 de son territoire qui est en zone agricole. L'agglomération, qui contient Saint-Augustin-des-Maures, Saint-Augustin, il faut se rappeler que 84 du territoire est en zone agricole. Alors, mais ce n'est pas toutes des terres qui sont cultivées, cultivables comme celles des terres des Sœurs de la Charité, mais les terres des Sœurs de la Charité sont un exemple de mobilisation qui inspire beaucoup de gens. Et c'est ce qui arrive actuellement à Saint-Augustin, parce qu'il y a plus de 150 hectares qui sont en jeu avec des projets de nature industrielle et résidentielle. Donc, ils sont soutenus évidemment par l'administration de monsieur le maire de Saint-Augustin. Il y avait Corriveau en tête, mais ce n'est plus lui. Alors, cela dit, j'ai entendu récemment le président de la Fédération de l'UPA de la Côte-Nord et de la Capitale-Nationale déclarer haut et fort que sous son règne, il n'y aurait plus aucun hectare, aucun pied carré, même a-t-il mentionné, de terre agricole qui perdrait sa vocation première au profit de promoteurs et de projets qui sont traditionnellement soutenus par les autorités politiques, que ce soit municipales ou provinciales, parce que le provincial peut agir par décret et outrepasser les lois et règlements qui sont en vigueur pour protéger les terres. Il faut se rappeler ça, c'est ce qui arrive un peu partout au Québec. Alors, cela dit, ce discours-là, je ne l'avais pas entendu d'une autorité semblable depuis que je suis impliqué dans ces organisations-là, depuis que je suis blanc. Et je ne fais plus partie du conseil d'administration de mon syndicat, mais cela dit, je suis toujours intéressé par les questions reliées à la protection et à la valorisation des terres agricoles. Alors, si vous avez besoin de mes services, je
peux encore m'impliquer, cela dit. Mais on ne réglera pas tout ça ce soir. Laurent a fait une très bonne intervention tout à l'heure parce que ça va relever de projets à multiples facettes. Ça. À 204 hectares à valoriser, c'est énorme, c'est immense. Et mon Dieu, ça a mon Dieu, la qualité première, intrinsèque, évidemment, la valeur pédologique de ces terres-là, mais l'emplacement est incroyable. Mais on espère aussi que les autorités ne vont pas se servir de leur implication dans la valorisation de ces terres-là au détriment des autres sur leur territoire. Ils disent, ben, écoutez, on a fait notre part, on a protégé ces terres-là, mais en contrepartie, on aimerait bien, par processus de compensation, utiliser d'autres terres agricoles à d'autres fins. Hein? Alors, pour ça, comme disait Simon, il faut être vigilant constamment. Et puis, mais heureusement, il y a mobilisation. Je n'osais même pas espérer ça. Mes amis de Voix citoyenne ont été extraordinaires. J'ai dit mes amis parce que c'est devenu le cas. On ne se connaissait pas il y a 6 ans. Et puis, alors, puis là, aujourd'hui, il y avait jusqu'à 52 participants. C'est merveilleux. Puis il y a des organisations avec des gens avec une expertise, puis une réflexion. Mais ce soir, c'est un début de processus, comme disent mes amis anglais, fast track. Il faut que ça aille assez vite. Il faut présenter des choses, de trouver la façon de faire comme ça, à brûle-pour-point. Peut-être qu'on n'est pas rendu là, mais chacun pour soi, on pourra partir puis y réfléchir, puis vous contacter. Les courriels, ça existe. Et puis continuer à faire des propositions, puis quitte à se retrouver de nouveau par la voie de Zoom et conclure à quelque chose. Mais déjà, c'est intéressant d'entendre tous ces propos, toutes ces déclarations, cette histoire. C'est une histoire riche. Les terres de Sœur de la Charité, ça doit largement nous inspirer, parce que finalement, on peut peut-être refaire ce qui se faisait il y a 100 ans. Alors voilà. L'avenir est peut-être dans le passé. Merci. Merci. Est-ce que ça peut être notre mot de la fin? Parce que c'était beau. Super. Puis il est tard. On est fatigués. Il est tard. Moi, je suis fatiguée. Moi aussi. On est tous fatigués. On est là. Merci d'être là. Il y en a plus que la moitié qui sont partis parce que là, c'est ça, on s'éternise. Fait que merci beaucoup à tout le monde. J'entends le désir de tout le monde de participer à quelque chose de collectif, puis on va continuer. Puis, c'est ça, je vais coller une assemblée de mobilisation. Donc, ça va suivre cette assemblée d'information. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci à toi. Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis arrivé un petit peu en retard. Salut, Laurent. Pierre Malbeuf. On se connaît depuis longue date. Salut, salut. Salut, bonsoir. Je suis arrivé un peu en retard, mais en tout cas. Salut. Bonsoir. Je suis très conscient de ce qui se passe là, avec les terres de la charité. Vous pouvez écrire votre courriel dans le chat, M. Malbeuf, si vous voulez être tenu au courant pour les prochaines. Sinon, je vais écrire à Gracia. Je sais qu'elle a vos coordonnées. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, monsieur. Je vais noter ça. Je suis en train de noter de ce qui a été mis dans le chat à la fin. Ariane, je vais t'envoyer un lien de résumé de l'étude européenne sur l'émergence des agroparcs, des agriparcs, en fait, qu'ils appellent là-bas. Je pense que c'est un résumé qui a été fait en 2007, je crois bien. Oui, c'est ça. Donc, ça résume quand même là, depuis le début de la création des agroparcs. Oui, je pense que tu parles, mais envoie-moi là quand même d'un coup. Merci. OK. Merci. Donc, je vais mettre fin à cette réunion. Bonsoir, merci. Bonne nuit. Bonne nuit.